Dans notre pays, nous sommes en train d'affronter quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement difficile, rude, sévère, quelque chose qui n'a pas de nom, quelque chose qui, aux yeux et au regard de tout le monde, nous constatons que il y a des personnes qui ne savent même plus ce que c'est que la vie, qui ne savent même plus ce que c'est que le bon sens, qui ne savent même plus ce que c'est que la liberté et qui ne savent même plus ce que c'est que la mort. Et face à cela, nous allons nous questionner. Et pour nous questionner sur ce sujet, nous devons non seulement parler dans notre réflexion, chercher des solutions, et aussi pour nous poser la question à savoir comment nous organiser face à ce genre de tragédie, face à cette situation aussi horrible, et face à des choses aussi lamentables que cela puisse être dans notre pays. Partagez, mes amis, partagez cette vidéoconférence afin que nous puissions être aussi nombreux et discuter ensemble sur ce sujet très important. Je commence par le premier point. La question est de savoir qu'est-ce qui anime les gens dans notre pays afin qu'on puisse brandir les cadavres dans les rues. C'est-à-dire, comment peut-on nous admettre qu'aujourd'hui, en 2020, quand on tue quelqu'un, fût-il un terroriste, fût-il qui que ce soit, on expose son corps au carrefour? Posons-nous cette question, mes chers amis. Et pour pouvoir avoir la réponse à cette question, nous devons revenir 50, 60 ans plus tard, 60 ans en arrière. C'est-à-dire, quand on avait, lors de la lutte de l'indépendance, assassiné Robert Ngobé, on a traîné son cadavre depuis le tréfonds de la brousse jusque dans le village, exposé ainsi à la population pour montrer à la population comment est-ce que on a froidement assassiné leur leader. Et ainsi, fut-il pour Ernest Ouandié, qu'on l'a attrapé au tréfonds de la brousse, on l'a ramené jusqu'à la ville de Bafoussam, assassiné devant les yeux des siens, c'est-à-dire que devant les yeux de sa propre population, de ses parents, de sa famille, etc. C'est cette douleur-là qui est profonde. Je parle ainsi de quelque chose qui a été ou qui continue à marquer l'histoire de notre pays. Par exemple, la photo que nous avons vue circuler sur les réseaux sociaux cette semaine de ce jeune homme anglophone, fut-il terroriste comme on le traite d'ailleurs le gouvernement, l'assassiner de cette façon aussi, de traîner son corps depuis la brousse où on l'a assassiné, de l'amener ainsi dans la rue, au quartier, afin que tout le monde puisse voir comment est-ce que on a assassiné. Comment peut-on nous aussi être dans cette continuité et être fiers de servir notre pays? Moi, je pose cette question à nos frères qui sont dans l'armée. Je pose cette question à nos frères qui mènent cette bataille. Moi, cette question les ai posées. Donc, par conséquent, mûrissons ensemble cette question, la réflexion sur ce sujet. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie réellement de poser cet acte? De vouloir montrer systématiquement aux yeux des gens. D'ailleurs, dans la zone anglophone, il y a de cela quelques années, on a vu des photos des personnes on a coupé la tête et mis sur les piquets tout au long de la route, comme qu'on le faisait dans les années 40, dans les années 50 et dans les années 60. De la même façon, les mêmes procédés sont en train de se reproduire dans notre pays et nous sommes en train de constater les responsables politiques qui sont en train de dire que tout va bien dans notre pays. Comment pouvons-nous accepter ce genre de comportement? Comment pouvons-nous accepter ce genre d'attitude? Est-ce que sommes-nous devenus les animaux ou sommes-nous encore des êtres humains? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Pour vous donner le chiffre réel des morts dans la région anglophone, militaires, civils, y compris, nous sommes aujourd'hui, en ce que notre organisation, nous avons pu comptabiliser au total, nous sommes aujourd'hui à un chiffre de 29 408 personnes. Je répète, 29 408 personnes assassinées. 29 408 personnes tuées.
Et le gouvernement part à l'ONU, dit que tout va bien au Cameroun, déjà la zone anglophone est en reconstruction. Quel choc, quelle honte, qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que on interpelle cela? Je vous invite à partager, mes amis. Moi, je ne fais pas ce direct pour moi parce que nous sommes dépassés par rapport à les chiffres que nous avons, par rapport au nombre de morts grandissant chaque jour, et nous nous posons la question à savoir pourquoi est-ce que nous sommes à ce niveau? Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui à 29 000 personnes dans notre pays, plus de 29 000 personnes assassinées, et on continue à dire que tout va bien dans la région anglophone? Cette question, je pose cette question à vous qui me regardez. Je pose cette question à ceux qui vont suivre cette vidéo après. Est-ce que c'est normal qu'on tue 29 000 Camerounais et personne ne dit rien? Et personne ne dit rien, personne ne s'offusque, ça n'émeut personne. Nous avons les politiciens qui passent le temps à dire, eh ben, la zone anglophone, tout va, de toute façon, cette crise, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ça fait 4 ans. Ça, c'est la 5e année que nous sommes en train d'aborder comme ça, de la crise anglophone. 29 000 morts, mes chers frères. 29 000. Nous avons constitué un dossier comme ça. Le dossier que nous avons, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand on ouvre ce dossier-là, quiconque ouvre ce dossier-là, c'est les larmes qui vont couler. Quiconque ouvre ce dossier-là, c'est les larmes qui vont couler. Comment peut-on nous être aussi méchants envers nous-mêmes? Comment pouvons-nous être aussi criminels envers nous-mêmes? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Je lance ce cri, cet appel, pour que chacun s'arrête un moment, une minute de pause, une minute d'arrêt, une minute, un instant, se poser la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays. Que chacun s'arrête un moment et se pose cette question. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer et croire que c'est les autres qui viendront résoudre nos problèmes. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Les cadavres tombent chaque jour. Chaque jour qui passe nous montre une fois de plus que nous avons échoué. Chaque jour qui passe nous montre une fois de plus dans notre pays que nous avons échoué. Nous ne pouvons pas nous poser la question à savoir, au jour d'aujourd'hui, que un mort, c'est trop. Voyez-vous, en France, il y a eu un attentat ici. On a assassiné, voyez-vous, un enseignant. La République s'est arrêtée. Je dis bien, la République s'est arrêtée. La République s'est arrêtée pour commémorer la mort d'un étudiant, d'un enseignant assassiné. Et déplorer pourquoi est-ce que cet élève-là a posé cet acte. La question se pose au plus haut sommet de l'État. La question se pose au plus haut sommet de l'État. Chez nous, on assassine froidement 29 000 Camerounais dans la zone anglophone. Et on continue à marcher. On continue à aller à vaquer à nos occupations. On continue à aller travailler. On continue à manger tranquillement. On continue à boire. On continue à dire, ah, ça ce n'est pas notre problème. Ça c'est le problème des anglophones. C'est pas notre problème. Comment pouvons-nous être aussi méchants? Où est le bon sens dans notre pays? Où est le bon sens dans notre pays? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous arrêter un moment et réfléchir? Et réfléchir. Vous qui partez aujourd'hui travailler, ça sera votre tour demain. Toi là, qui dit qu'aujourd'hui ce n'est pas mon problème, demain ça sera ton problème. Parce que demain ça sera ton tour. Toi le voisin, qui dit que les anglophones, ah moi je n'ai rien à voir avec eux. Demain ça sera ton tour.
Tout comme dans les années 40, 50, 60, on a massacré les Bamileke, on a massacré on a massacré les Bassa. Les autres disaient que ce n'était pas leur tour. En 1990, c'était pareil. Chacun disait non, ce n'était pas mon problème. Jusqu'où allons-nous arriver? Jusqu'où allons-nous arriver sérieux? Je vous pose cette question, s'il vous plaît, répondez-moi. Je vous interpelle là-dessus, répondez-moi, jusqu'où allons-nous arriver avec tout ça? 29 000 Camerounais. Je ne sais pas moi, ce ne sont pas des étrangers, bon sang. Fut-il même les étrangers? Est-ce que ces gens-là méritent de mourir comme ça gratuitement? Ces jeunes-là, peu sont ceux qui ont 40 ans. Je dis bien, peu sont ceux qui ont 40 ans. On zigouille de 14 ans jusqu'à l'infini. On zigouille tous les jours. Je n'arrive même plus à ouvrir, à faire que mes enfants puissent regarder les photos dans mon téléphone. Ce n'est plus possible. Parce que c'est plein de cadavres. Plein de cadavres. Les militaires, les ambaboys. Tous les jours, ça tombe comme des mouches. Mes frères. Aujourd'hui, j'ai entendu monsieur, enfin cette semaine, j'ai entendu monsieur Cabral Libi dit à la radio que le problème, en fait, quand monsieur Kamto ne devrait pas être surpris d'être dans cette situation-là, de toutes les façons, le Cameroun est comme ça. Lui, il normalise cela, quoi. Il normalise le seul fait qu'un opposant, qu'un grand professeur comme lui soit assigné à résidence. C'est-à-dire que Cabral Libi verbalise ça. Il normalise cela. Il dit que ce n'est pas une surprise, donc c'est normal. Ça ne surprend personne, donc c'est quelque chose qui est normal. Et entre-temps, lui, il est en train de faire sa campagne électorale. Il mène sa campagne. La vie, elle est belle pour lui. Il mène la campagne, il est en train de publier les photos là avec les autres, tous ces fingons là. Moi je les appelle les fingons parce que, et excusez-moi de dire des mots comme ça, parce que je suis pas habitué à dire des mots comme ça. Ce sont les fingons, ces gens là, ce sont les gens, enfin notre plateforme n'est pas faite pour traiter les gens de cette nature là. Mais à un moment donné, il faut vous dire, il faut qu'on se pose les vraies questions. Les vraies questions. Pensez-vous que monsieur Cabral Libi a quelque chose à foutre sur les morts qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest? Vous pensez que ça le dérange? Vous pensez que ce type-là, il reste comme ça, là, il se soucie, se pose la question à savoir, mais pourquoi on a tué aujourd'hui 2, 3, 4, 5 personnes? Il se pose, ça ne l'intéresse pas. Déjà, il est venu ici à Paris signer ces accords qu'il est venu signer. Parce que là, croyez-moi, selon les informations que nous avons reçues et que notre plateforme a reçues, il est venu signer les accords ici. Et c'est pour ces raisons qu'il continue à maintenir, en fait, à continuer cette campagne électorale qu'il est en train de faire au Cameroun. Parce que les accords qu'il a signés ici, fut-il, parce que lui, on veut maintenant que lui, il puisse remplacer le professeur Kamto et que, tôt ou tard, qu'il monte au pouvoir d'une façon aussi, en passant par leurs principes de base qu'ils disent que, qu'ils énumèrent en parlant toujours du respect de l'ordre établi par eux. Voilà les accords que Cabral Libi est venu signer. C'est-à-dire ne jamais s'associer, parce que cet accord-là, il est bien stipulé. Ne jamais, il ne s'associera jamais avec Kamto pour mener une lutte au Cameroun. Donc d'office, nous ne pouvons pas compter sur lui. Ce sont les accords qu'il a signés ici en France. Il ne pourra jamais, c'est-à-dire s'unir avec Kamto sur aucune base que ce soit pour pouvoir mener une lutte de liberté au Cameroun. Oublions l'autre là. Ça, c'est les accords que lui il a signés. Je prends sur moi et je dis ça. Parce que je sais ce qui est dedans. Ce qui était stipulé. Donc voilà quelqu'un d'autre, une fois de plus, qui vient vendre la citoyenneté camerounaise au plus offrant. Voilà un homme qui vient encore aujourd'hui vendre la citoyenneté camerounaise au plus offrant. Tant que ses frères et sœurs sont en train de tomber dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les voilà. Vous pensez que ces gens-là, ils ont quelque chose à voir. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre par rapport à vous? Au Cameroun, on vous demande marcher à main nue. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux cette semaine le notable un notable de l'Ouest pleurer
pleurnicher comme quoi on a brûlé ses voitures. Alors que cet homme-là, cet homme qui a passé son temps à livrer les petits-enfants qui ont marché avec les arbres de paix aux flics, et les flics les ont ramassés, allaient les tabasser, allaient les torturer, etc., etc. Et il y en a même parmi eux qui ont été castrés, c'est-à-dire que les flics, si méchants qu'ils sont, et ont zigouillé sa partie génitale. Hein, qui ne peut plus, ce jeune homme ne peut plus faire des enfants aujourd'hui parce qu'on l'a castré, avec le machin, on l'a castré définitivement. Hein? Mais il pense que la famille de cet homme-là, il pense que ce jeune homme-là n'a pas mal. Pour lui, c'est normal de livrer les enfants de trucs comme ça. Lui, il pleut une voiture qui n'a même pas une valeur de 2 millions. Hein? Voilà les gens qui se moquent vraiment de la vie des uns et des autres, quoi. Où est le bon sens dans tout ça? Où est le bon sens? Pourquoi sommes-nous devenus les animaux? Même chez les animaux, il y a de l'empathie. Même chez les animaux, il y a de l'empathie. Pourquoi sommes-nous devenus méchants, profondément méchants envers nous-mêmes? Pourquoi? Au nom de quel principe? Ces principes ont été établis par qui? Au nom de quoi devons-nous subir tout ça? Au nom de quoi nos enfants doivent subir tout ça? Au nom de quoi? La question que je vous pose, mes frères, est-ce que pensez-vous que les gens qui sont au Cameroun ne doivent pas s'arrêter un moment devant ces morts-là? 29 000 Camerounais, partis comme ça en fumée. Bientôt, on sera à 30 000. Parce que j'en suis certain qu'au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, on sera à plus de 30 000 personnes décédées. Où allons-nous? Envoyer les cœurs pour protéger ce direct parce que les gens commencent à venir ici, là, faire, je sais pas, ils commencent déjà à vouloir nous attaquer, là. Protéger le direct tel que vous pouvez. J'en ai encore peut-être autre pour 10-15 minutes avec vous, tout comme chaque samedi. Parce que ici, voyez-vous, le but de ce direct, ce n'est non seulement pas parler, parce que parler, ça ne suffit pas. Il faut aussi lancer les appels pour soutenir ceux qui sont dans notre pays. Je remercie déjà ceux qui nous ont envoyé les médicaments. C'est formidable, sincèrement, c'est génial. Vous avez entendu le cri, vous avez entendu l'appel. Envoyez-nous les médicaments. Ceux qui ont déjà envoyé, je vous remercie. Il y en a des gens qui nous ont appelés de venir chercher les médicaments à tort et à travers. Et ceux qui ont suivi les appels, ceux qui beaucoup de personnes qui nous ont envoyé aussi les courriers et les SMS aussi pour nous demander de venir récupérer les médicaments à tel ou tel endroit. Nous vous remercions énormément parce que ces médicaments serviront à ceux qui sont non seulement pas en prison, qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner, et aussi à ceux qui sont dans la région, dans la région nord-ouest et sud-ouest, surtout les femmes et les enfants, à travers l'association Aya Foundation. Je vous le redis encore aujourd'hui. Tous ceux et celles qui ont participé depuis la semaine dernière, je vous remercie beaucoup. Et aussi ceux qui ont participé économiquement, je vous remercie d'ailleurs énormément. Économiquement, il faut continuer à partager, il faut continuer à cotiser, c'est très important parce que ces gens-là, et je vous le dis, votre argent ne souffre de rien. C'est pas les histoires d'internet, machin, que les gens lèvent les fonds n'importe comment. Non, ça ne souffre de rien, votre argent. Vous aurez ici à la fin du mois les récapitulatifs, même si c'est 1 euro, je vous le dirai, voilà, nous avons cotisé 1 euro, même si c'est 10 euros, même si c'est 1 dollar, je vous dirai, voilà, votre 1 dollar, nous avons cotisé et nous allons envoyer cet argent à Aya Foundation, parce que c'est là où cet argent ira pour soigner non seulement pas ceux qui sont dans les forêts, et les médicaments seront destinés à ceux qui sont non seulement pas en prison, qui ont été arrêtés lors de la marche dernière, ceux qui n'ont pas été libérés, et même d'autres qui sont encore en prison depuis janvier 2019. Donc tous ces gens-là ont besoin des culottes, les femmes ont besoin des papiers hygiéniques, et les femmes ont besoin aussi des fajitas, hein. Les femmes ont besoin des fajitas pour pouvoir se garnir. Les femmes, elles ont besoin aussi des culottes, elles ont besoin des médicaments, elles ont besoin, enfin, il y a un besoin immense, et je remercie tous ceux et celles qui sont en train de contribuer dans ce sens-là, et je les remercie énormément. Continuez à contribuer parce que c'est important, c'est très important de le faire. La vie avant tout, et je pense que ce n'est que de cette façon que nous pouvons réussir, ce ne serait-ce qu'à maintenir le moral de ceux-là qui sont en prison, en les amenant à comprendre que nous aussi,
nous les soutenons d'une part ou d'une autre. Parce que ça ne sert à rien que ces gens-là, nous demandons à ces gens-là de sortir. Dès qu'ils sortent, on les arrête, nous les abandonnons dans les prisons. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas gentil de notre part. Et le soutien à tous ceux et celles qui marchent, ils ont mon soutien. Ils en auront toujours le soutien de notre organisme, de notre association, etc., etc. Et à travers notre organisme, nous les soutenons de marcher. Parce qu'il n'y a que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Je ne demande à personne d'aller faire du mal à qui que ce soit. Non. Marchez à chaque fois que vous aurez l'occasion de vous arrêter quelque part, manifester votre mécontentement face à la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous vous soutiendrons. À chaque fois que vous allez marquer le pas en allant dans un endroit ou dans un autre endroit, organisez votre manifestation avec le drapeau du Cameroun de façon pacifique avec l'arbre de la paix. Nous allons vous soutenir. Qu'on vous arrête pas, vous êtes soutenu par nous. Par nous et nos collaborateurs. Donc, par conséquent, je remercie tous ceux et celles. Et si vous avez les médicaments chez vous que vous n'utilisez pas, contactez-nous. Nous allons récupérer et on va essayer de conditionner cela et acheminer. Les médicaments de tout genre, mais nous allons les récupérer, nous allons les trier avec des professionnels de santé et nous allons les conditionner et les envoyer au Cameroun pour aider nos frères et sœurs qui sont non seulement pas en prison, mais en même temps aussi qui sont les femmes, les hommes et les femmes et les enfants qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont dans des conditions déplorables. Nous allons aussi les soutenir avec ce don-là. Donc, je continue sur la réflexion. Il faudrait que nous essayions au plus tréfonds, au plus profond de notre âme, au plus profond de notre esprit, penser que s'il n'y a pas la vie, il n'y a rien du tout. S'il n'y a pas la vie, il n'y a rien du tout. Donc luttons pour préserver la vie. La vie est la seule chose la plus précieuse que nous pouvons avoir sur cette terre. Quand on élimine nos enfants de façon systématique, comme cela se produit dans le nord-ouest et le sud-ouest, et que nous nous taisons face à cela, ça veut dire que nous sommes complices. Quand on élimine les jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, enfin infini, quand on les élimine, une après l'autre, fut-il quels qu'en soient les chefs d'accusation qu'on a contre eux, fut-il qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte, l'État a le droit de les protéger. L'État a le devoir de les protéger. Non seulement pas le droit, mais le devoir. C'est le devoir fondamental de l'État. On n'institue pas un peuple en tuant systématiquement ses habitants. On n'institue pas un peuple par la force en tuant systématiquement tous ceux qui s'y trouvent sur leur chemin, tous ceux qui sont contre leur opinion. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer dans ce sens-là. Le professeur Maurice Kamto est encerclé depuis 26 jours, bientôt 27 jours aujourd'hui. 27 jours de honte, comme a dit le professeur Nyamsi. 27 jours, presque un mois. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Ça n'offusque personne. Tous ceux qui se disent opposants, chacun est calme, chacun est tranquille. C'est lui, c'est son problème. Les gens disent c'est son problème. Demain, quand il ne sera plus, on va dire, oh, le professeur Kamto, oh, il était l'euro, il était ceci, etc. Tous ces fumisteries-là, toutes ces choses-là, toute cette façon de se comporter, comme si on n'était pas des êtres humains, m'amène à chaque fois à couler les larmes. On n'agit pas dans sa cuisine. On n'agit pas en pleurnichant. On n'agit pas dans le laxisme. Cette inertie que nous avons va nous tuer. Cette inertie que nous avons est en train de conduire le Cameroun dans un désastre terrible. Le manque du simple fait qu'il faut agir. Le simple fait qu'il faut se lever et agir. Où sont les femmes dans notre pays? Le professeur Kamto, c'est votre mari. Où sont les femmes? Organisez-vous. Arrangez-vous. Maître Ndoki, vous êtes où? Maître Aliscom, levez-vous, organisez-vous, convergez chez monsieur professeur Kamto. Organisez-vous avec les différentes femmes, convergez chez elle, chez lui. Et laissez qu'on vous arrête. Allez libérer cet homme-là. Allez libérer cet homme-là.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que qui pensent qu'il y aura un miracle qui viendra, je ne sais pas de quelque part pour nous sauver. Qu'il y aura des gens qui vont venir intervenir pour nous libérer. Peuple libre, souviens-toi. Vous là, toi qui luttes pour la liberté, souviens-toi que ta liberté ne viendra que par toi-même. On peut te filer un coup de main. Tout comme tous les gars de la diaspora, toute la diaspora qui marche partout, sont là pour vous filer un coup de main, pour vous aider à vous libérer. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui n'avez pas de travail. C'est vous qui n'arrivez pas à vous soigner. C'est vous qui n'arrivez pas à envoyer vos enfants à l'école. Et vous êtes d'accord dans cette situation. Bon sang. Vous êtes d'accord de rester dans cette situation-là. Vous êtes d'accord que vous n'avez pas de travail. Vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas vous soigner. Vous êtes d'accord que vos enfants ne peuvent pas avoir une éducation décente. Avoir les soins de santé décents. Donc vous êtes d'accord. Ça vous convient. Et vous êtes assis, on va faire comment? Voilà le mot qui vous tue. On va faire comment? Et après vous partez noyer vos soucis dans la boisson. Mes frères, s'il vous plaît, essayons à un moment donné de nous arrêter, de nous arrêter un moment, une seconde. Ça s'appelle une remise en question. Ça s'appelle une remise en question. Et cette remise en question doit être personnelle. Cette remise en question doit être personnelle et doit être constante. Donc la forme dont on doit adopter aujourd'hui, c'est la remise en question individuelle. Que deviendra mon enfant? De toutes les façons, moi je suis fini parce que moi je ne compte plus. Mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront? Dans quelle société voulons-nous? Quelle est la société que nous voulons laisser à nos enfants? La société camerounaise. Sans justice. Sans la possibilité de se soigner. Sans la possibilité d'aller à l'école. Vous avez vu vous-même les résultats du concours de l'ENAM de cette année. Vous avez vu vous-même. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui sont contents par rapport à ces résultats. J'espère qu'il y a beaucoup qui ont dit ouf, enfin, les résultats ont été, le concours a été transparent, les résultats étaient transparents, tout va bien, etc., etc. Hein? J'espère que vous êtes d'accord par rapport à ça. Bon sang, merde, mais si vous n'êtes pas d'accord, levez-vous. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça, levez-vous et bougez votre cul, bon sang. Mais qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il faut-il uniquement dire qu'on n'est pas d'accord? Mais levez-vous. On n'est pas d'accord, on se manifeste. On manifeste son mécontentement. On n'est pas d'accord en restant dans sa cuisine en disant « Je ne suis pas d'accord. De toutes les façons, c'est comme ça, on va faire comment, mais je ne suis pas d'accord. » On manifeste son mécontentement. On fait savoir à qui de droit que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je vous dis, messieurs, je ne suis pas d'accord sur votre principe, sur votre façon de fonctionner. Je ne suis pas d'accord. Voilà le professeur Kamto qui s'est levé comme un homme solide dans sa tête, libre d'esprit. Hein? Propre comme l'eau de roche. Et il a dit, je ne suis pas d'accord sur cette façon de faire. Je ne suis pas d'accord et je dois manifester mon mécontentement. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Pour tous ces et celles qui pensent que la vie, c'est quelque chose, je vous dis, la société est régie par les rapports de force. La société, elle est régie par les rapports de force. Et ces rapports de force-là viennent du simple fait que elle n'est pas conçue. La société, du simple fait que la société n'est pas conçue sur le consensus. La société, j'en ai déjà dit ça ici plusieurs fois, mais c'est pas inutile de répéter. La société, est conçue sur le dissensus. C'est la capacité des uns et des autres à dire je ne suis pas d'accord sur tel ou sur tel point. Et c'est ça qui amène beaucoup d'autres personnes sur une table de négociation. C'est le dissensus qui fonde, c'est le dissensus même qui est le fondement même de la démocratie.
Je ne vais pas vous envoyer lire les livres. Je dis bien, c'est le dissensus qui est le fondement de la démocratie. Au Cameroun, on parle de consensus. Les règles consensuelles. De quel consensus parlons-nous? De quelles règles? Les règles qu'eux-mêmes ils ont établies qui vous demandent d'être d'accord sur ces règles-là. Où va le Cameroun dans ce sens-là? Je vous dis que c'est le dissensus qui est le fondement de la démocratie. À quiconque vient ici me prouver le contraire, moi je lui dirais, viens me prouver le contraire. Quiconque a le contraire doit venir me prouver ça. Si on est d'accord sur tout, alors la société ne peut pas être régie. Ça produit ce qu'on est en train de vivre au Cameroun, l'inertie, le laxisme. Ça tue même la valeur humaine. Ça tue même l'essentiel que nous avons. C'est-à-dire le simple fait d'avoir de l'empathie à l'égard de la souffrance de l'autre. Le simple fait de ne pas être indifférent, de ne pas nous comporter de façon indifférente face à la souffrance des uns et des autres. Nous avons dans notre pays plus de 29 000 personnes tuées et personne ne dit rien. Tous les gens sont là. Chaque soir, ils partent boire leur bière. Chaque soir, ils sont contents. Quand ils boivent la bière, ils regardent, ils commencent à réfléchir quelle est la petite qu'ils vont draguer. Excusez-moi de m'emporter parce que c'est de la vie qu'on parle, mes chers amis. C'est de la vie qu'on parle. Il s'agit des êtres humains, pas des animaux. 29 000, c'est de trop. 29 000, c'est de trop. Nous ne pouvons pas accepter de continuer comme ça. C'est désolant. C'est désolant. À un moment donné, il y a eu des gens qui nous ont dit, mais écoutez, on a envie de s'arrêter. Nous avons envie de nous arrêter un moment et laisser tout tomber. Bon, malheureusement pour nous, nous travaillons depuis même avant la crise. Nous travaillons depuis des années, depuis 2007 que nous travaillons. Pour non seulement pas aider les femmes, les hommes, enfin les enfants, etc. au Cameroun. On l'a fait depuis 2007, on le fait constamment. Constamment, je suis toujours parti au Cameroun avec les médecins, les infirmiers pour travailler. Nos collègues, pour travailler. Constamment, je l'ai toujours fait. Mais là, mes collègues ne peuvent même plus accepter aujourd'hui aller au Cameroun. Ils me disent, mais écoutez monsieur, on ne peut pas partir, on ne peut pas. Nous avons tous les moyens possibles, mais nous ne pouvons pas aller nous exposer, aller dans ce danger-là. Un endroit où il suffit seulement que ta tête énerve quelqu'un, on te prend, on te jette en prison, c'est terminé. La justice ne fait pas son travail. Il n'y a pas de justice. Il y a une autre personne qui vient, qui m'a envoyé le message en inbox me disant non, le Cameroun est un état de droit. Mais bon sang. Et en plus, il me dit qu'il est avocat. Quelle pauvreté morale. Qu'est-ce que ça fait pitié? Je ne sais pas de quel droit il parle. Je ne sais pas. Ça fait pitié en fait. C'est que ça fait pitié d'entendre un avocat. Il m'écrit, hein, il prend la peine de m'écrire. Il prend la peine de m'écrire. Et il me dit, le Cameroun est un état de droit. Bon sang. Je ne sais pas dans quel monde il vit. Je ne sais pas dans quel monde il vit. Si c'est au Cameroun, si c'est je ne sais pas ailleurs, je n'en sais trop rien. Mais il me dit qu'il est avocat. Il est camerounais. Le principe du droit fondamental, il ne connaît pas donc. C'est-à-dire le minimum. D'où même nous, les associations, nous, les organisations, nous-mêmes là, on maîtrise le principe du droit fondamental. Je peux vous les réciter toute la journée. Article après article. Lui, qui est avocat, qui est censé maîtriser ça de bout en bout, il ne connaît pas. Et il me dit que le Cameroun est un état de droit. Dans cet état, nous devons oublier qu'on peut avoir quelque chose. Nous devons oublier dans les conditions actuelles des choses. Voilà déjà, nous payons nos impôts. Nous travaillons tous les jours. Les Camerounais qui prennent le taxi, qui mangent le pain, etc. chaque jour, payent les impôts, payent les taxes à la valeur ajoutée. À chaque fois qu'ils sortent de chez eux, à chaque fois qu'ils mènent une action économique, à chaque fois qu'ils achètent quelque chose pour leur famille ou pour quelqu'un, ils payent tout ça. Vous avez vu le recrutement de la police? Hein? Où on vient déjà
apprendre à des jeunes officiers, ou à des jeunes inspecteurs, ou à des jeunes gardiens de la paix, à chanter une langue qui n'est pas une langue nationale. Pourtant, eux, ils sont en train de porter le drapeau. Ils ont le drapeau sur les épaules. Et ils chantent une langue qui n'est pas une langue nationale, qui n'a rien à voir avec les institutions, qui est institutionnelle. Et ils chantaient ainsi la gloire d'un homme. La gloire d'un homme. C'est ça notre pays. Voilà à quoi sert l'argent de nos impôts. Voilà notre pays, mes chers frères. J'ai mal au plus profond de moi. J'ai mal au plus profond de moi. Je suis triste parce que on est en train de honnoter la vie tous les jours. Chaque jour qui passe, ce que je dis, je compte uniquement ceux-là qui tombent par balle. Peut-on nous compter le nombre de femmes au jour d'aujourd'hui qui sont décédées dans les hôpitaux? Je ne pense pas. Pour manque de soins. Peut-on nous compter le nombre d'enfants qui sont nés morts, qui sont morts-nés aujourd'hui, qui sont décédés dans les hôpitaux, dans les différentes formations sanitaires au Cameroun aujourd'hui? Je ne pense pas. Peut-on nous compter le nombre de Camerounais qui sont morts de diabète? Je ne pense pas. Peut-on-nous, déjà qu'ils envoient tout le monde aller boire la bière, peut-on nous compter le nombre de Camerounais qui sont décédés de l'AVC ou de la cirrhose de foie ou des insuffisances rénaux? Je ne pense pas. Est-ce qu'au Cameroun, quand on décrète que tel est mort de telle ou de telle chose, est-ce qu'on a fait l'autopsie? Je ne pense pas. Ils n'ont pas le moyen. Quand bien même quelqu'un décède, est-ce que l'État se préoccupe de savoir qu'est-ce qui a tué cette personne? Non. Voilà l'autre monsieur, Malachi Manaouda. Moi, principalement, individuellement, je l'appelle la maladie de la Damawa. Parce que c'est un homme qui ne connaît même pas les principes même de ce qu'on appelle la science. Il n'a aucune idée. Quand vous l'entendez parler, compter ces chiffres bidons qui ne servent à rien. Je l'ai écrit 3 fois, il n'a pas répondu. Je l'ai écrit 3 fois, il n'a pas répondu. Et du coup, moi, j'ai pris la décision de l'appeler la maladie de la Damawa. Et j'ai pris ça sur moi. Parce qu'il ne vaut rien du tout. Voilà quelqu'un qui se permet aujourd'hui de vous dire qu'il va lancer la sécurité sociale au Cameroun. Quand on lance la sécurité sociale dans un pays, ça commence d'abord par l'état civil. Je ne vais pas vous apprendre ça. Quiconque d'entre vous le sait. Tout le monde le sait. Ça commence par l'état civil. Voilà là où tout commence. L'état civil. D'abord, il faut institutionner. Il faut instituer. Il faut instaurer. Il faut développer l'état civil. Pour arriver à constituer ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et il le dit bien universel, couverture maladie universelle, c'est qu'il raconte même. J'ai tellement demandé de la voix en direct, je n'ai pas pu. C'est-à-dire qu'il fuit, il fuit comme je ne sais pas. Il dit que j'ai demandé de la voix en direct pour lui poser 2-3 questions. Je n'ai pas pu. Voilà un homme, il passe son temps à tweeter. Il tweet. Comme si tweeter là était en train de résoudre le problème de la santé publique au Cameroun. Un homme comme ça qui ne maîtrise rien en santé publique, il ne connaît rien du tout. Rien du tout, absolument rien en santé publique. Il ne sait même pas. Peut-être, j'en sais rien en fait. Peut-être qu'il a étudié ça à l'école. Je ne sais même pas ce qu'il a eu ou ce qu'il est même. Hein? Mais en santé publique, il est nul à chier. Nul à chier. Mais alors là, à chier. Donc mes amis, je ne vais pas être long. Je vais close cette vidéoconférence. Je sors déjà de mes propos, je sors déjà du contexte qui était prévu parce que je suis énervé, parce que face à la vie, je me rends compte que dans notre pays, on ne considère plus la vie n'a aucune valeur, la vie n'a plus de valeur, la vie n'a plus de valeur. De toutes les façons, le poisson brisé est plus important aujourd'hui que la vie de quelqu'un. La preuve en est, c'est qu'on passe tout le temps à lyncher quelqu'un parce que à cause du poisson brisé ou à cause d'une bière. On tue quelqu'un pour ça. On tue quelqu'un pour ça. Voilà d'où nous en sommes arrivés. Voilà d'où. Vous voyez mes yeux là, c'est rouge parce que aujourd'hui j'ai regardé les chiffres. Avant même de faire ce direct, j'ai regardé les chiffres qui étaient devant nous.
J'ai regardé les chiffres qu'on avait. Les larmes ont coulé. Sans le vouloir, les larmes ont coulé. Je ne pouvais pas me retenir. On ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible dans notre pays. Donc, pour clore ce live, je veux vous inviter encore une fois de plus à cotiser. Cotisez, mes chers amis. Tout au long de notre page, il y a le lien PayPal. Vous pouvez cotiser pour ceux qui sont en prison, pour des femmes et des enfants qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès d'ailleurs à cette histoire, aux besoins primaires, à la nécessité fondamentale de la vie, qui n'ont pas la possibilité d'en avoir. Nous allons les soutenir à travers la fondation Aya Foundation. Je fais déjà pas mal de sa publicité à travers notre page ici. Avec Aya Foundation, nous allons les soutenir à travers cette organisation. Donc, et aussi, pour ceux d'entre vous qui ont les médicaments, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer les messages, n'hésitez pas de nous appeler pour que nous puissions venir chercher. Et vous pouvez aussi nous envoyer par la poste. Déjà sur notre page, il y a notre adresse, il y a l'adresse dont vous pouvez envoyer ces choses-là. Je remercie d'ailleurs avant tous ceux qui ont déjà envoyé les médicaments, tous ceux qui ont contribué. Tous ceux qui ont contribué, $1, $2, c'est pas rien, c'est quelque chose d'important. Tous ceux qui ont contribué et tous ceux qui non seulement pas nous ont aussi envoyé les messages d'encouragement, les messages d'encouragement. N'hésitez pas franchement de vous unir à nous. Nous avons besoin d'aide de tous bords, besoin d'aide de toutes sortes. Nous avons besoin d'aide de toutes sortes, de tous bords. Et nous ne pouvons que compter sur vous pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. C'est notre travail depuis 2007. On le fait toujours, chaque année. Et on le fait constamment. Je vais vous dire, je ne peux plus partir, je ne pars plus au Cameroun depuis un certain temps parce que la situation, moi je partais toujours avec mes collègues, avec mes amis pour pouvoir aller travailler. Mais aujourd'hui, je ne peux plus partir parce que mes collègues ne veulent pas aller dans un pays où il n'y a pas de droit, où ils ne peuvent pas, ce ne serait-ce que on ne peut pas respecter le principe même du droit fondamental de l'être humain. Ils ne veulent plus partir. Et c'est dommage parce que quand on partait, on soignait beaucoup de personnes, on aidait beaucoup de personnes. Et malheureusement, ces personnes-là aujourd'hui sont délaissées à eux-mêmes. Et bon, le temps le simple fait de rallier d'ailleurs notre centre de santé que nous avons au niveau de Douala peut-être n'est pas accessible à beaucoup d'autres personnes parce qu'on travaille dans les arrière-pays, on travaille dans des villages, dans les coins un peu reculés où la santé est vraiment précaire. C'est vrai que nous avons un centre de soins au niveau de Douala, mais les gens ne peuvent pas se permettre d'en arriver jusqu'à ce niveau-là. Voilà pourquoi on préfère collaborer avec Aya Foundation pour pouvoir l'aider à travers notre structure, les aider à soutenir, à continuer les actions dont ils mènent, dans la zone anglophone concernant les êtres humains. Et aussi nous soutenons à travers les quêtes que nous sommes en train de lancer ici, les gens qui sont en prison, qui ont été arrêtés lors de la marche, et les gens aussi qui ont été arrêtés depuis d'ailleurs 2019, lors de la dernière marche 2019, et qui sont encore en prison aujourd'hui, qui ont besoin de tout, Donc, envoyez-nous ce que vous pouvez avoir, ce que vous disposez, et ça sera la bienvenue. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci à tous ceux qui ont envoyé les messages. Merci à tous ceux qui ont protégé le direct. Et à samedi prochain, même heure, même lieu. Merci beaucoup. À très bientôt.